Bah ouais, ça marque, hein, la prison. Ça marque définitivement. T'es marqué au fer rouge, hein, quand tu fais de la prison. C'est un choc tellement violent que ouais, forcément, je garderai ce souvenir toute ma vie, hein. Dans ces bulles sonores, et plus largement dans l'étude Prison et pauvreté, nous avons tenu à replacer la question de la pauvreté en détention, dans une perspective plus large que le seul temps de l'incarcération. Les conséquences de la détention et la pauvreté qu'elle génère se font aussi sentir une fois la période de détention finie. Quelles sont les perspectives d'hébergement, de travail et de réinsertion sociale après la prison ? C'est ce dont nos 3 témoins vont nous parler aujourd'hui. Nos témoins ont tous bénéficié d'un aménagement de peine, ce qui est encore trop rare. Selon le ministère de la Justice, près de 70% des personnes détenues sortent de détention sans aménagement de peine. C'est ce qu'on appelle une sortie sèche. En difficulté avant leur incarcération et fragilisées par celle-ci, les personnes détenues doivent faire face aux problèmes de logement, à l'isolement social et à l'absence de ressources économiques. Sans le soutien de leurs proches, les personnes détenues se retrouvent démunies à la sortie, qui survient en grande partie sans être préparées en amont. Angie a bénéficié d'une mesure de placement à l'extérieur et a rejoint la ferme agroécologique d'insertion d'Emmaüs, Baudonne. Elle peut ainsi s'investir dans son projet professionnel. Cette ferme est la toute première en France à accueillir des femmes détenues en fin de peine. À Baudonne, les résidentes effectuent un travail maraîcher et participent à la vie en collectivité. Elles vivent sur la ferme, tout en bénéficiant d'un suivi socio-professionnel adapté. Véritable sas de réadaptation, les fermes Emmaüs font le lien entre le dedans et le dehors, facilitant la réinsertion des bénéficiaires. Laas est sorti de détention en juillet 2020, avec l'obligation de porter un bracelet électronique. Il a obtenu un contrat de réinsertion et travaille pour une association. Il a réalisé les illustrations de l'étude Prison et pauvreté. Ses dessins, réalisés lors de sa détention et publiés sur le Tumblr Bref de prison, dépeignent avec un humour mordant la saleté, la solitude et l'ennui en cellule. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son travail aux éditions de La Pigne. Stéphane est sorti de détention en 2019, après être passé par le centre de semi-liberté de Melun. Particulièrement actif durant sa détention, il a tour à tour été écrivain public, bénévole, travailleur aux ateliers et auxiliaire de bibliothèque, où il a pu suivre une formation tout en travaillant. Fidèle à lui-même, il cultive son amour pour la culture en s'investissant dans divers projets musicaux, tout en travaillant aujourd'hui pour une association qui propose des cours à distance pour les personnes détenues. Cette bulle sonore vous est proposée par Emmaüs France et le Secours catholique, dans le cadre de la publication de l'étude Prison et pauvreté, donnons la parole aux personnes concernées. Merci à nos témoins pour leur participation. Bonne écoute. Bah, c'est vrai que t'es un peu livré à toi-même quand tu sors. Il n'y a pas trop de guides ou de conseils. Je suis sorti, voilà, on m'a rien dit, on m'a juste donné mes affaires, merci, au revoir. On m'a donné rendez-vous au SPIP, le SPIP il m'a passé le bracelet. Après ça va, on est adulte, donc on se débrouille. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué de sortir de prison et pour moi, si on n'a personne qui nous attend à l'extérieur, on n'a rien, on n'a rien en fait. Quelqu'un qui soit propriétaire ou locataire, parce qu'en fait, propriétaire, il ne pas avoir fini de payer son crédit, donc du coup, entre-temps, l'État récupère tout et on ne met pas vos meubles ou votre voiture dans un box gentiment, hein. En plus, si la voiture est gêne, donc c'est encore une amende et puis c'est ci et c'est ça. Donc, si on n'a pas au moins une personne, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais un ami, un voisin ou je sais pas, un curé, quelqu'un qui est là, on perd tout. Et c'est ça, en fait, ressortir et de rien, avec en plus une dette et des difficultés, parce que la prison, c'est compliqué, c'est aussi un traumatisme. On va pas dire qu'on est enfermé et que, voilà, qu'on se sent construit. Donc, voilà, c'est pas évident. On a besoin de beaucoup de mains tendues pour s'en sortir. Mais il y en a quelques-unes déjà. Le premier mois, quand tu sors, t'es super content, t'es heureux. Puis après, il y a le retour à la réalité, là c'est plus difficile. Où là, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, on n'a pas de travail, et puis on a un trou sur le CV énorme, donc j'ai eu un petit moment de déprime après, ouais, où là, ça s'est un peu mal, c'est là où j'ai commencé à travailler, puis ça s'est mal passé. Du coup, j'ai arrêté de travailler, après j'ai repris le temps pour régler les démarches administratives, et puis ouais, heureusement qu'il y avait l'association, donc elle m'a beaucoup aidé. Mais ouais, s'il n'y avait pas l'association, c'est dur, hein. Ce serait super dur. Alors oui, pour avoir accès à différents droits, comme le RSA, etc., alors déjà, il va falloir valider votre carte d'identité. Après, il va falloir ouvrir un compte en banque.
Sinon, vous ne pourrez faire aucune démarche si vous n'avez pas un compte en banque. Donc, faut pas tarder. Moi, j'avais fait tout ça dans la première semaine, dès que je suis sorti. Il y a tout à refaire, que ce soit un logement qu'on n'a plus, la sécurité sociale parce qu'il faut faire un transfert de là où on est ou à là où on vit actuellement. Le Pôle emploi, on sort, on n'a pas de revenus. Est-ce qu'on a trouvé un travail ou pas? Il y a tout qui est à refaire, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que même moi qui sais faire mes démarches, la dernière fois j'ai rencontré la dame du Pôle emploi, je lui ai dit mais je comprends pas parce que j'avais fait des démarches en détention, elle ne retrouve rien, j'ai l'impression que j'étais morte en fait. Donc il y a tout à refaire. Si on n'a pas une personne qui est là pour nous, on ne peut pas s'en sortir quand on sort de détention. Parce que nos conditions de vie à la sortie sont pires que celles à l'entrée. Je comprends pourquoi Yanis il stresse. Comment il va pouvoir payer 300, 400 euros tous les mois? Et pour ça, des associations comme Emmaüs ou d'autres associations, ils ont un rôle très très important, ou Wake Up Café et autres, ont un rôle très important dans l'accompagnement des détenus à leur sortie, et qui doit être préparé en amont, à vrai dire. Puis comme je dis, j'ai eu de la chance d'être tombé sur l'association Wake Up Café, donc ils m'ont pris en charge. J'ai vraiment été bien encadré là-bas, ils m'ont vraiment bien aidé pour reprendre pied, pour refaire mes démarches administratives. Ma famille aussi m'ont beaucoup aidé. Non, franchement, j'ai eu de la chance. J'étais vraiment super bien entouré. J'ai pas à me plaindre. Par rapport à d'autres gens qui ressortent de prison, qui n'ont pas d'argent, pas de logement, pas de nulle part où aller. Bah ouais, il y en a plein, hein, il y en a plein. Justement, comme je dis, les mules, ils habitent pas ici, ils habitent en général, ils venaient de Guyane. Donc ils arrivent en France, ils ont nulle part où aller. T'avais des sans-papiers, ils ont nulle part aussi où aller. Ils n'avaient pas de mandat, pas de famille, leur famille allait au bled. En plus, il y a la barrière de la langue. Franchement, pour eux, c'est vraiment dur. Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est ça en fait. C'est que soit les gens ils font le peu de boulot où on ne demande pas de casier. Parfois, justement, on ne peut pas gagner autant qu'on veut. Et quand on a des amendes ou des parties civiles de 20 000 ou 100 000, moi j'ai vu une fille qui devait 700 000 euros de partie civile. Je ne sais pas comment elle fera, puisque même parfois dans une vie, on ne gagne pas ça. Donc voilà, c'est compliqué. En fait, il y a beaucoup de parties civiles dans mon histoire. Et j'ai une dette énorme là, qui me tombe dessus là. Il y a le fonds de garantie, c'est le fonds de garantie qui paye les victimes. Et après, il se tourne vers les gens qui ont commis des infractions. Et ouais, je vais me retrouver avec une grosse dette pendant des années en fait, à payer. Comme je travaille en ce moment, je dois payer voilà, un minimum 10% de ce que je touche. Je vais pas dire qu'il faut pas que je paye. Non, je vais m'organiser pour pouvoir payer et pour pouvoir vivre quand même aussi, essayer de vivre correctement. Je sais pas comment ça va se passer. C'est fragile, hein, ma situation elle est fragile. Voilà, comme je vous dis, pour le travail, j'ai un certain niveau, mais j'ai le bulletin numéro 3 qui est fiché. Je ne peux plus reprendre mon métier alors que je n'ai pas eu de problème dedans. On parle de réinsertion, mais si on n'a pas de main tendue ou si on n'y arrive pas nous-mêmes, c'est très compliqué. J'ai pris conscience d'une manière assez rude que le mot prison fait peur. Et que si on doit l'amener dans la conversation avec quelqu'un qui n'est pas au courant de votre passé, il va peut-être falloir y aller progressivement avec des pincettes parce que c'est vraiment un mot qui fait peur encore. Dans la vie quotidienne, dans la société, si je peux ne pas en parler, ben, c'est très bien aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir... il faut se souvenir du passé, mais il faut vraiment avancer quand même. Là, sur mon CV, j'ai mis un année sabbatique. Là, je vais faire des entretiens d'embauche avec l'association. Là, ils seront au courant. Donc là, je vais plutôt le dire, je serai plutôt ouvert. Si je cherche un emploi par moi-même, non, je vais pas le dire. Je vais le cacher. Je peux comprendre les entreprises qui demandent le casier judiciaire. Et en même temps, c'est un petit peu dommage de ne pas donner une chance à tout le monde. Et effectivement, ça peut être compliqué. Avant d'avoir le travail à Auxilia, j'ai dû envoyer des centaines de CV quand même, hein. J'ai fait énormément de démarches. J'ai pas relâché. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour Auxilia, qui s'appelle Auxilia Une Nouvelle Chance, et qui notamment aide les détenus par des cours par correspondance. Mais c'est un combat. Tous les jours, il faut faire des demandes, rechercher, etc. J'ai un peu galéré. J'ai trouvé un emploi dans l'informatique, mais ça m'a pas plu. Là, je me suis rendu compte que la prison, ça m'avait affecté parce que j'étais vraiment. Ça m'a angoissé un peu de reprendre, d'être confronté au milieu du travail avec ses impératifs et ses exigences. Du coup, je l'ai arrêté rapidement. Après, j'ai laissé un peu de temps passer. Je me suis soigné. Et là, j'ai retrouvé un travail récemment, il y a 2-3 mois. C'est un travail qui est plus adapté à ma situation. Je suis technicien polyvalent dans une petite association qui organise des événements.
Plus c'est un contrat de réinsertion, donc il faudra que je trouve autre chose de plus stable. Là, je suis dans les démarches pour retrouver un travail plus périn. Ça dépend en fait, c'est la prise en charge qui est à revoir. Être dans 9 mètres carrés, être à 2 ou à 3. Puis finalement, on est là, il n'y a pas de travail pour certaines, elles font pas de formation et puis ça dure comme ça 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est peut-être ce genre de personnes qui dit que ça n'a pas de sens parce que oui, elles sont là, elles ne font rien. Il y a beaucoup de filles qui auraient voulu travailler ou qui me disent, voilà, en ce moment, on parle beaucoup de la planète, voilà, le tri, faire de l'écologie. On voudrait pouvoir, ne serait-ce que sortir la journée, travailler pour la commune et rentrer le soir, aider peut-être l'agriculteur ou aider le maire du village pour nettoyer les ruelles, pour faire des actions. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Donc c'est ça en fait, il faudrait qu'il y ait plus de choses, sachant qu'en plus, un détenu coûte à l'État. Pourquoi mettre quelqu'un en détention qui coûte à l'État, alors que peut-être s'il était à l'extérieur, il pourrait travailler tout en payant, voilà, pour ceux qui l'a fait, parce qu'on peut être privé de liberté dans différentes formes. On n'a pas obligé d'être fermé entre 4 murs pour être privé de liberté, je vous assure. Et tout en travaillant ou en se formant ou en se reconstruisant. C'est le système qui est à revoir. Alors effectivement, le fait est, c'est qu'il faut changer le regard de la société sur la détention. Et ça, c'est un grand travail qui doit être fait à la fois par les associations, mais aussi par le gouvernement pour amener les détenus vers la réinsertion et non la punition. Mais c'est un lourd travail de changer le regard d'une population. Parce qu'il y a des belles réussites, à vrai dire. Il y a de très 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 belles réussites. Là, on met trop en évidence ceux qu'on fait un pas de travers, ceux qu'on fait de la récidive. Alors, même si c'est vrai, il faut mettre plus en évidence ceux qui ont réussi leur parcours. Et donc, il faut leur tendre la main pour pas qu'ils récidivent, justement. Je ne le souhaite à personne, mais un accident est arrivé. Les gens n'arrivent pas en prison parce qu'ils ont fait quelque chose délibérément. C'est pas tout le monde qui arrive en prison comme ça. C'est très très compliqué en fait, très très compliqué. Et oui, le regard des autres en fait, se dire on peut donner une chance à quelqu'un d'autre, sinon faut pas parler de réinsertion ou sinon faut pas avoir l'hypocrisie de donner des peines. L'essentiel ce serait ça en fait, c'est qu'il y ait plus de possibilités de travailler et de permettre vraiment que la réinsertion soit possible. Les gens qui croient en l'homme ou qui croient en Dieu devraient aussi donner une deuxième chance aux gens. Voilà, parce que tout le monde fait des erreurs. Il y a des erreurs qui sont plus grandes que d'autres. Mais quelqu'un qui a fait une erreur, je vais dire n'importe quoi en 2010, c'est plus la même personne en 2020. Donc voilà, il faut pas juger quelqu'un sur une chose qu'elle a faite. Ça ne résume pas ce qu'elle est. Il faut beaucoup d'entraide et d'autres lois. Et je pense qu'on peut y arriver. Le mot de la fin, c'est voilà, quoi qu'il arrive, la vie elle est belle, il faut rien lâcher. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aider un détenu à se redresser, tendez-lui la main et ça va vraiment l'aider à se reconstruire. Et si vous êtes un détenu, ne perdez jamais espoir. La vie peut être belle. Soyez acteur de votre détention et vous n'allez pas le regretter après. Bon courage à tous. Les personnes sans ressources, logement ou emploi ont un accès moindre aux aménagements de peine et sont plus susceptibles d'effectuer l'intégralité de leur incarcération. Les sorties sèches, qui concernent aujourd'hui plus de 70% des 90 000 personnes qui sortent de détention chaque année, sont plus susceptibles de produire de la récidive. Aujourd'hui, 63% des personnes détenues libérées en sortie sèche récidivent dans les 5 ans qui suivent leur libération. Faute de préparation et de suivi adapté, les conditions de sortie de détention exposent les plus vulnérables à une précarité économique et sociale encore plus importante. Les personnes en situation de pauvreté sont déjà surreprésentées parmi les individus condamnés à une peine de prison. La détention dégrade encore davantage leurs conditions de vie, les plaçant à leur sortie dans des contextes propices à la réitération d'infractions. C'est un cercle vicieux, un manège infernal que les politiques pénales actuelles ne permettent pas d'enrayer. Notre politique pénale tend à faire de la prison la peine de référence, ce qui ne favorise pas la réinsertion des personnes condamnées. Le passage en prison appauvrit et exclut plus qu'il ne change positivement les personnes détenues. Au-delà de la mesure des risques que pourrait représenter une personne, comment peut-on appréhender la mesure des potentiels qui lui permettraient de sortir de la pauvreté ?
Quel levier d'action pour endiguer la précarisation des personnes détenues au cours de leur détention et favoriser leur réinsertion? Entre un coupable et un innocent, il n'y a parfois que l'épaisseur d'une occasion. Un grand merci pour votre écoute. S'informer sur le sort des personnes détenues et déconstruire ses propres idées reçues, c'est déjà agir. Merci à Angie, Laas et Stéphane pour leur confiance et leurs témoignages riches d'apprentissage. Vous avez écouté une bulle sonore d'Emmaüs France et du Secours catholique, écrite et conçue par Lua Bouclier et Juliette Darny.